il est 17h30. Accepté. La Chambre maintenant passe à l'examen projet de loi émanant de députés à l'ordre du jour d'aujourd'hui. Ordre du jour. Affaires émanant des députés, examen en deuxième lecture du projet de loi C-211, loi sur le cadre fédéral relatif à l'état de stress post-traumatique au nom de M. Doherty. M. Doherty, appuyé par M. Brassard, propose que le projet de loi C-211, loi concernant un cadre fédéral relatif à l'état de stress post-traumatique, soit maintenant lu une deuxième fois et renvoyé au comité permanent de la santé. Débat. Honorable député de Caribou Prince George. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour parler du projet de loi C-211. Mais avant de ce faire, je voudrais d'abord reconnaître et remercier les premiers intervenants, les anciens combattants, les soldats qui ont envoyé des courriels, qui m'ont appelé, que j'ai rencontrés en personne. Monsieur le Président, bon nombre sont sur la colline avec nous aujourd'hui. Je voudrais reconnaître et souligner leur courage. Ils se battent pour briser la stigmatisation et pour briser le silence. Ce sont des hommes et des femmes courageux qui ont été réduits au ridicule. On leur a dit de continuer. On leur a même dit qu'ils étaient faibles et qu'ils imaginaient leurs mots. Et je voudrais les remercier de m'avoir fait part de leur témoignages et de leurs histoires. Je remercie les familles et les amis de tous ceux qui ne pouvaient plus se battre. Je les remercie de leur force. Ils veulent que leurs êtres chers restent dans nos souvenirs. Je voudrais aussi présenter mes excuses, que ça ait pris si longtemps avant qu'on en arrive ici. Ça faisait longtemps que j'avais préparé ce discours. En le rédigeant, j'ai pris le temps de penser aux centaines de personnes que j'ai eu le privilège de rencontrer au cours des 12 derniers mois, ceux qui ont permis de préparer ce projet de loi et les milliers d'autres qui continuent de vivre dans le silence. Monsieur le Président, aujourd'hui, il ne s'agit pas de vous, il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas de nos collègues ici, il ne s'agit pas d'un projet de loi conservateur, ni libéral, ni néo-démocrate. Ici, aujourd'hui, nous parlons des hommes et femmes courageux qui servent notre pays, nos communautés, sans hésiter. Monsieur le Président, j'aimerais vous lire un courriel que j'ai reçu il y a 2 semaines de cela. Nos paramédics et autres premiers intervenants sont formidables. On leur demande de venir n'importe où, à n'importe quel moment, quelle que soit la météo. Ils viennent pour réparer nos blessés. Ils se lavent les mains ensuite, rentrent chez eux et ils se lèvent le lendemain encore une fois pour répondre à l'appel. Ils font leur travail sans qu'on les remercie. Ils veulent guérir et ils veulent apaiser les souffrances d'autrui. Ils font ce travail sans fanfare, sans vouloir voler la vedette à qui que ce soit et ensuite ils se sentent laissés pour compte quand ils souffrent de stress. Nos premiers intervenants au Canada ont besoin d'être traités comme les héros et les humains qu'ils sont. Ce projet de loi doit être adopté. Il n'y a pas d'aide pour ces premiers intervenants. Ça, c'est un courriel que j'ai reçu, un témoignage, mais il y en a des dizaines de milliers d'autres qu'on reçoit de partout au pays. Après avoir été élu le 19 octobre 2015, une semaine plus tard, je suis arrivée ici à Ottawa, nouveau député de la circonscription de Caribou Prince George. J'avais avec moi 2 documents en main et la tête remplie de grandes idées, de belles idées. Le premier document, c'était une analyse qui remet en question la situation dans ma circonscription. Et le deuxième document, c'était un document de préparation du projet de loi C-211. J'ai fait campagne et j'ai rencontré des gens de toutes les couches de la société. J'ai entendu des histoires de situations difficiles et de douleurs. Beaucoup de ces personnes étaient elles-mêmes aux prises avec les syndromes du stress post-traumatique ou elles connaissaient quelqu'un qui pensait au suicide. Ils connaissent la douleur qui résulte du syndrome du stress post-traumatique. Monsieur le Président, le projet de loi C-211 découle de toutes ces histoires. Je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de normes de diagnostic, de traitement ou même de terminologie en ce qui concerne le syndrome du stress post-traumatique au pays. J'ai reçu des appels et des lettres à mon bureau depuis le dépôt du projet de loi.
Les histoires sont incroyables. J'ai travaillé fort pour rencontrer des gens et des organismes au pays qui ne demandent que des soins accessibles. Des gens ont vu, entendu et senti ce que n'importe quel Canadien trouverait difficile. Ces Canadiens portent leur uniforme à tous les jours, sachant qu'ils enlèveront peut-être la vie à quelqu'un pendant leur service à notre collectivité et à notre pays. Dans le cadre de leur service et de leur dévouement, ils feront peut-être eux-mêmes le sacrifice ultime. Le projet de loi C-211 vise à mettre en place un cadre fédéral pour veiller à ce que nos pompiers, nos militaires, nos policiers, nos premiers répondants, nos anciens combattants obtiennent un accès rapide aux ressources dont ils ont besoin pour composer avec le syndrome du stress post-traumatique. On envoie le message que ce n'est pas un combat qu'ils doivent vivre eux-mêmes. Quelqu'un se bat pour eux. À titre de législateur, nous devons proposer un plan pour veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. La terminologie, les lois doivent être uniformes partout au pays, de la côte est à la côte ouest, pour qu'un membre de la GRC en Nouvelle-Écosse ait les mêmes soins que ses collègues ailleurs au pays, afin qu'un pompier qui ne va pas bien ait le courage de le dire. Que nos anciens combattants et nos militaires sachent que quelqu'un se bat pour eux. Ils doivent savoir qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils peuvent obtenir les soins et l'attention dont ils ont besoin en temps opportun, où qu'ils soient. Le projet de loi C-211 est une question d'humanité. Ce n'est pas une question de blâme. Le projet de loi C-211 vise à mettre fin aux préjugés en matière de santé mentale. On veut que les gens aient le courage de demander de l'aide. Monsieur le Président, on m'a dit qu'au cours de la dernière année, que le syndrome du stress post-traumatique devait être réglé par l'industrie. On me dit aussi que les gens qui pratiquent ces métiers devraient savoir à quoi s'attendre. Il nous incombe à nous tous de trouver des solutions parce que des gens perdent la vie. Nous sommes inondés dans les médias d'histoires d'anciens combattants, de premiers répondants qui ont perdu la lutte et qui se sont suicidés en raison du syndrome du stress post-traumatique. C'est inacceptable, Monsieur le Président. Depuis que j'ai déposé mon projet de loi il y a plus d'1 an, d'innombrables vies ont été perdues. C'est honteux. Nous devons faire mieux. Et ça commence par l'éducation et l'écoute sans jugement. Ces métiers sont exigeants mentalement. La plupart des Canadiens ne s'en rendent pas compte. Cela comprend les professions et les métiers qui exposent les gens à des scènes difficiles. Monsieur le Président, mon projet de loi met l'accent sur les premiers répondants, les pompiers et les militaires. Ces 3 groupes ont tous des termes différents. Récemment, j'ai eu l'occasion de parler à Mark Ferrand. Il a pris un engagement à l'égard de la couronne. Il a été témoin de crimes horribles. Ça peut être 9 mois, 9 jours ou 18 mois. Ces gens doivent ensuite refaire le lien avec la communauté, avec tout ce dont ils ont été témoins. J'espère qu'en parlant de cette question aujourd'hui, que la ministre de la Justice pourra revoir cette question. Dans le cadre de nos discussions sur la santé mentale,
Nous pouvons discuter des gens qui sont touchés par ce fléau. La tragédie humaine nous touche tous différemment. Une histoire n'est pas la même pour tous. Il n'y a pas non plus un traitement qui convienne à tout le monde. On ne peut pas simplement oublier les souvenirs. Les images, les sons, les odeurs continuent d'hanter les gens. Kent McNeil de la GRC m'a appelé. Il m'a dit qu'il est membre de la GRC depuis 16 ans. Pendant 8 ans, il menait des enquêtes criminelles. Il a vu 2 sites de crimes horribles et il doit passer devant pour aller mener sa fille à l'école. Passer devant ces endroits lui rappelle des souvenirs et ça déclenche les effets du syndrome du stress post-traumatique. On ne peut pas imaginer ce que nos soldats vivent au quotidien. Et nous savons qu'il y a des questions pratiques. Y aura-t-il un coût pour la mise en œuvre d'un cadre national pour le syndrome du stress post-traumatique? La réponse est oui, il va y avoir des coûts. Mais quelle est l'option de rechange? Quel est le coût de l'inaction? Combien de vies sommes-nous prêts à sacrifier avant de prendre des mesures? Si les députés votent contre ce projet de loi, qu'est-ce qu'on propose au lieu? Quel message est-ce qu'on envoie aux gens qui se fient à nous lorsqu'ils sont en besoin? Les gens qui, sans aucun doute, répondent à l'appel. Quelle valeur accordons-nous à ces hommes et ces femmes? En ce moment, nous avons un système à la pièce de loi. L'Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan, le Nouveau-Brunswick ont tous pris des mesures pour composer avec le syndrome du stress post-traumatique. Bien que nous faisions des progrès et que nous avons fait du chemin, nous devons faire preuve de leadership au niveau fédéral. La norme de soins change d'un endroit à l'autre et des gens tombent entre les mailles du filet. Les gens qui souffrent du syndrome du stress post-traumatique risquent davantage de souffrir d'alcoolisme, de dépression et de pensées suicidaires. À titre de société et de législateurs, nous n'avons pas présenté des solutions pour aider nos héros, nos soldats. Les héros dans l'Est devraient être traités de la même façon qu'un héros dans l'Ouest. Renvoyons ce projet de loi en comité pour y apporter des amendements aux besoins. Il faut reconnaître qu'il faut faire plus et que des mesures sont nécessaires. En octobre dernier, le comité de la sécurité nationale a déposé un rapport. Le projet de loi C-211 a été déposé et j'ai eu l'honneur de participer à cette étude. Le rapport reprend en bonne partie ce que je dis aujourd'hui. Le gouvernement reconnaît les besoins des agents de sécurité publique et convient qu'en reconnaissance des défis quotidiens qui sont uniques aux agents de sécurité publique dans les communautés, il est nécessaire d'avoir un leadership national pour composer cette question avec cette question multidisciplinaire. Le projet de loi C-211 est un bon départ et il est en harmonie avec l'engagement du gouvernement. J'espère que nous pourrons agir rapidement. Monsieur le Président, nous allons sauver des vies et je peux vous dire que chaque minute, chaque heure, chaque jour qui passe fait en sorte qu'on perd des vies. Nous sommes au niveau de la crise. J'aimerais reconnaître que, habituellement, je m'oppose au sujet du jour, mais le projet de loi C-211 va au-delà de la partisanerie. C'est une occasion pour tous les parlementaires de reconnaître les répercussions que le syndrome du stress post-traumatique a eu sur nos soldats. Je voudrais simplement vous lire un extrait d'un site web. Je me lève à tous les jours, je fais le tour de la maison, je ne sais même pas ce que je cherche. Je dormais il y a un mois et je pensais que quelqu'un avait tiré dans mon salon. Un soir, je me suis levée, je ne sais même pas ce que je cherchais, mais en faisant le tour de la maison, j'ai trouvé mon arme et j'ai fait un trou dans la porte. J'ai besoin d'aide. Je suis aux prises avec ce problème depuis trop longtemps. J'ai besoin d'aide. Monsieur le Président,
Les premiers répondants accordent la priorité à leur carrière. Les familles sont prises, sont coincées, sont oubliées. Nous voulons avoir une stratégie viable pour composer avec le syndrome du stress post-traumatique. Avec le projet de loi C-211, nous avons l'occasion de reconnaître le sacrifice de tous ces gens. Nos soldats protègent nos valeurs canadiennes. Ils défendent notre pays. À titre de parlementaire, soyons solidaires de ceux qui risquent leur vie pour protéger la nôtre. Je demande votre aide aujourd'hui pour commencer à travailler à un cadre fédéral et je demande à tous les députés de nous aider à atteindre cet objectif en votant en faveur du projet de loi C-211 en deuxième lecture. Les vies sont en jeu. Merci, Monsieur le Président. Questions and comments. Questions et commentaires. Le secrétaire parlementaire du leader du gouvernement en Chambre. Merci, Monsieur le Président. Vous savez, il est important de reconnaître que c'est un enjeu important. Je remercie le député de son discours, qu'il s'agisse des militaires, des premiers répondants, des policiers, des agents de sécurité publique. Des actes horribles sont commis et ces actes ont des répercussions importantes sur ces gens. Il ne faut aucun doute qu'à titre de gouvernement, il faut faire plus, nous pouvons toujours faire mieux. Lorsque j'étais dans l'opposition, j'ai parlé avec passion de l'importance d'un accord en santé. C'est pourquoi nous devons reconnaître les fonds qui sont investis en soins de santé mentale. Il faut prendre des mesures lorsque possible. Je comprends ce que demande le député, mais je lui demanderai de nous dire à quel point il est important d'avoir une approche holistique qui comprenne divers ministères, divers ordres de gouvernement et ainsi de suite. Le député de Caribou-Prince-Georges. Monsieur le Président, je remercie le député de ses commentaires. J'ai peut-être tort, mais j'ai entendu dans son ton qu'il n'était pas entièrement d'accord. Divers ministres, dont le ministre des Anciens combattants et le ministre de la Défense nationale, doivent se réunir avec les législateurs provinciaux et territoriaux, de même qu'avec les forces armées, les universitaires et l'industrie, pour mettre en place une approche holistique. Il faut voir ce qu'on peut faire parce que, Monsieur le Président, je peux vous dire que des gens sont en difficulté parce que les soins et les traitements et les diagnostics ne sont pas partout les mêmes. Et si nous ne réussissons pas, je crains pour l'avenir. Le député de Belleuil-Chambly. Merci, Monsieur le Président. Je veux remercier mon collègue pour son travail dans ce dossier. Je veux aussi remercier un de mes commettants, un citoyen de Chambly, Patrick Dufresne, qui est avec les paramédics du Québec, qui est ici à Ottawa aujourd'hui pour se joindre au travail de mon collègue pour ce projet de loi. C'est lui, d'ailleurs, qui m'a initialement mis la puce à l'oreille de l'importance de travailler ce dossier. Et en plus, comme porte-parole du NPD en matière de sécurité publique, j'ai pu participer au travail de ce comité, justement, auquel mon collègue a pu assister à quelques rencontres, qui a sorti un rapport unanime sur le besoin d'agir dans ce dossier. C'est peut-être plus un commentaire qu'une question, alors je laisserai peut-être mon collègue commenter davantage ce qui a besoin d'être fait, mais je veux surtout le remercier pour son travail et de dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire dans un dossier comme celui-là. Le député de Caribou-Prince-Georges. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue. Les collègues de tous les partis sont passionnés par cette question et travaillent dans la communauté. Monsieur le Président, le terme premier répondant, le terme agent de sécurité publique, le thème syndrome du stress post-traumatique sont importants.
Le rapport du Comité de la sécurité publique indiquait exactement ce dont on parle aujourd'hui. Il faut que les gens travaillent ensemble. Je suis d'accord avec mon collègue. Il y a beaucoup de travail à faire. Mais il faut commencer quelque part. Et aujourd'hui, c'est la journée pour ça. Le député de Oshawa. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à remercier sincèrement mon collègue de Caribou-Prince-Georges pour tout le travail qu'il a fait dans ce dossier. Je le remercie de son leadership. Il est très modeste. Je sais qu'il a obtenu du soutien partout au pays. Je sais qu'il veut prendre un instant pour remercier les gens qui l'ont aidé à en arriver là où il est aujourd'hui. J'aimerais lui donner cette occasion. Le député de Caribou-Prince-Georges. D'abord, Monsieur le Président, j'aimerais remercier le Comité de la sécurité publique d'avoir publié un aussi bon rapport. Je tiens aussi à remercier Paul et Terry Nichols de la communauté des anciens combattants, nos pompiers, 1372 à Prince-Georges, Gary Ruby, Berlin Russ, Vince Savoy, Tima, le Dr. Katie Camcart, Aaron O'Toole, John Brassard, le Dr. Colin Carey, Kent McNeil et Norm Rohr. Monsieur le Président, vous ne connaissez pas la plupart de ces gens, mais ils ont raconté leur histoire. Ils ont tenté de sauver une vie, pas juste la leur. Monsieur le Président, je tiens à reconnaître les gens qui sont venus sur la colline pour me raconter leur histoire. Ils m'ont parlé de leurs difficultés et ils m'ont dit aussi que nous pouvons avoir des mesures en place pour sauver des vies. Reprise du débat. Le député de Guelph. Merci, Monsieur le Président. D'abord, j'aimerais remercier le député de Caribou-Prince George d'avoir présenté cette question importante. C'est une question qui touche de nombreux Canadiens à tous les jours. Le syndrome du stress post-traumatique est une question qui touche de près de nombreuses personnes. Des gens ont servi en cas d'urgence, d'autres ont des amis et des parents dont la vie a été touchée par ces gens qui travaillent sans relâche pour nous protéger. Mon grand-père est venu d'Angleterre à la Première Guerre mondiale et il a passé de nombreux mois à être traité à une époque où on n'en savait plus sur ces troubles. Le gouvernement défend nos policiers et nos pompiers. Nous défendons les gestionnaires d'urgence, les agents correctionnels, les gens du 11 septembre et les agents des services frontaliers. Nous défendons nos militaires. Nous défendons aussi tous les hommes et les femmes courageux qui ont choisi le service public et qui mettent leur vie en danger pour leur communauté et leur pays. Dans notre programme, nous nous sommes engagés à élaborer un plan d'action fédéral sur le stress post-traumatique et la lettre de mandat du Premier ministre à l'intention du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile lui dit de travailler avec les provinces et territoires et la ministre de la Santé pour élaborer un plan relatif au stress post-traumatique qui touche les agents de sécurité publique. La recherche montre que de 10 à 15 des policiers souffriront de stress post-traumatique. On estime que 7000 premiers intervenants ont déjà reçu un tel diagnostic. Voilà pourquoi je suis fière de dire que notre gouvernement est en ce moment à élaborer un cadre fédéral relatif au stress post-traumatique pour les agents fédéraux, comme nous l'avons promis pendant la campagne. Tout de suite après notre accession au pouvoir, Sécurité publique Canada a lancé un processus exhaustif de consultation. Des séances ont été tenues à Regina et Ottawa. On y a demandé aux participants d'indiquer quelles sortes de mesures de soutien ils voulaient. Dans le cadre de ces consultations, des agents de la sécurité publique
se sont exprimés, ainsi que des praticiens de la santé et des représentants des différents paliers de gouvernement. Ils nous ont parlé des obstacles auxquels ils font face quand ils demandent de l'aide. On nous a parlé des limites au traitement, des défis que représente l'isolement stratégique et du manque de sensibilisation relativement au stress post-traumatique, y compris le peu de connaissances sur les symptômes et les soutiens qui existent. Et tous ont dit qu'il fallait en faire plus. Plus particulièrement, il faut examiner 3 grands thèmes: la recherche et la collecte de données, la prévention, l'intervention précoce, la réduction de la stigmatisation et le soutien pour les prestataires de soins et le traitement. Le comité a présenté un rapport, comme on l'a déjà dit, qui a servi de base à ces consultations. Le comité a aussi entendu toute une gamme d'organisations et de particuliers, y compris l'Association canadienne des policiers, la Société pour les troubles de l'humeur et bon nombre d'experts de la santé mentale et de la psychiatrie. Permettez-moi d'indiquer que Troubles de l'humeur Canada est dans ma circonscription de Guelph et Philip Shaw, le directeur exécutif, m'a dit que notre pays doit en faire plus pour aider ceux qui souffrent de troubles de l'humeur, surtout que c'est si courant et chez ceux qui servent le pays ou qui sont de premiers intervenants. Une autre organisation de Guelph qui fait du travail important, c'est le Centre Homewood, qui a élaboré un plan de rétablissement pour ceux souffrant de stress traumatique. Ce programme aide les patients à se rétablir après un traumatisme et crée une collectivité qui permet de contribuer à la guérison. Monsieur le Président, il faut penser à ces Canadiens et Canadiennes qui nous ont aidés de tant de façons, qui assurent la sécurité de nos collectivités et qui, dans l'exécution de leurs fonctions, ont subi un traumatisme. Le groupe du Royal Ottawa, les agents correctionnels et d'autres ont aussi témoigné devant le comité. Et dans son rapport, le comité dit que le bien-être de ceux qui servent nos collectivités est crucial pour nos collectivités, pour la sécurité de nos collectivités. Et le comité a formulé des recommandations. Dans son rapport, le comité présente des recommandations qui pourront contribuer à l'élaboration du cadre de protection de ceux qui protègent nos collectivités et qui souffrent de stress traumatique. Notre gouvernement, donc, compte protéger ces premiers intervenants. Monsieur le Président, consensus clair se dégage. Un leadership national et la coordination doivent être assumés par le gouvernement fédéral pour qu'il y ait des progrès. Il faut coordonner la recherche nationale. C'est un besoin qui a été recensé comme étant prioritaire. Et on continue de croire qu'un plan national doit tenir compte qu'un soutien efficace est fonction d'une recherche fondamentale coordonnée. Un plan d'action doit tenir compte de l'importance de la coordination dans l'accès aux mesures de prévention, à la sensibilisation et à la formation, ainsi qu'aux soins et aux traitements efficaces. Enfin, on nous a dit clairement que nous devons faire la promotion de la sensibilisation auprès des agents de la sécurité publique et de leurs familles. Il faut qu'ils soient mieux informés des symptômes et des traitements qui existent. Monsieur le Président,
Après avoir entendu tous ces conseils, nous avons commencé à élaborer le plan d'action. Nous voulons que le stress post-traumatique et les blessures de stress opérationnel ne soient plus dans l'ombre. Je suis heureux que nos discussions ici à la Chambre rendent cela encore plus facile. Au cours des 12 derniers mois, les députés ont eu plus que jamais l'occasion de mettre cet enjeu à l'avant-plan. Nous nous adressons aux personnes compétentes pour faire progresser ce dossier et nous collaborons en étroite collaboration avec tous nos partenaires dans l'élaboration de ce plan d'action. C'est une priorité pour nous et cela se reflète notamment dans le budget de 2016 et qui tient compte de l'engagement du gouvernement du Canada à adopter un plan d'action. Mais cela va au-delà de l'engagement, Monsieur le Président. C'est une responsabilité de notre gouvernement et de nous tous, les députés qui représentons des communautés qui comptent sur la contribution soutenue des braves hommes et des braves femmes qui assurent notre sécurité. Nous leur disons merci. Merci à vous, Monsieur le Président. Reprise du débat. Le député de Victoria. Merci, Monsieur le Président. Je suis très heureux de prendre la parole en appui au projet de loi C-211. Je remercie le député de Caribou-Prince-George d'avoir déposé ce projet de loi et je remercie mon collègue de Guelph de ses remarques. Ce projet de loi propose de créer un cadre fédéral relatif à l'état de stress post-traumatique et qui est un état mental qui a une incidence sur la capacité des gens de remplir leurs tâches quotidiennes. Comme dans le cas d'autres maladies mentales, on est de plus en plus sensibilisé à cet état, surtout depuis que de nombreux militaires sont revenus d'Afghanistan souffrant de stress post-traumatique. Un soldat revenant d'une zone de combat éloignée est peut-être la première image qui vient à notre esprit s'agissant de stress post-traumatique, mais de plus en plus, nous savons que le stress, les traumatismes et les réactions complexes de notre organisme à ces traumatismes sont présents dans toute la société, y compris dans les salles d'urgence et dans les stations de police. Nous le voyons aussi sur les campus universitaires où les étudiants élargissent l'accès aux services de santé mentale et offrent du soutien aux survivants de maltraitance, y compris de violences sexuelles. Et nous le voyons aussi dans les lieux de travail. Les employeurs et les travailleurs trouvent des façons de réduire la stigmatisation de la maladie mentale et d'encourager ceux qui souffraient auparavant dans le silence à trouver l'aide dont ils ont besoin. Et il y a près de 10 ans, une étude a indiqué que l'incidence du stress post-traumatique au sein de la population canadienne était d'1 sur 10. Dans la plupart des cas, ça peut être relié à un seul événement, comme la mort subite d'un cher, une agression sexuelle ou le fait d'être témoin d'une mort ou d'une blessure violente. Tous les Canadiens peuvent vivre un stress post-traumatique, mais certains Canadiens sont de façon disproportionnée plus susceptibles d'en être victimes. Je pense aux travailleurs sur la ligne de front qui se portent volontaires pour accomplir des tâches qui les exposent à un stress extraordinaire. Les policiers, les pompiers, les ambulanciers, les gardiens de prison, les militaires et d'autres dont les fonctions peuvent amener un grand fardeau. Des études ont démontré que les membres de ces professions sont victimes de stress post-traumatique 2 fois plus que la population en général. Des provinces ont adopté des mesures législatives pour supprimer les obstacles auxquels ces gens font face. Ainsi, dans ma province de la Colombie-Britannique, les premiers intervenants qui souffrent de stress post-traumatique doivent prouver que cela est lié à leur travail pour obtenir une indemnisation et du soutien. L'an dernier, le porte-parole néo-démocrate en matière de travail
a tenté de faire modifier la loi provinciale pour qu'il soit plus facile pour les premiers intervenants, les policiers, les pompiers et les autres, d'obtenir l'aide dont ils ont besoin et qu'ils méritent. Il est tout à fait honteux que le gouvernement actuel de la Colombie-Britannique ait refusé de régler ce problème. Je vais vous raconter une histoire qui me permettra d'illustrer l'importance de ces mesures. Lisa Jennings était ambulancière paramédicale à Victoria. En 2014, elle a été victime d'une agression alors qu'elle était sur un appel. Et elle a ensuite été victime, ou elle a plutôt été victime où elle a eu des pensées suicidaires et elle a consulté un psychologue qui est demandé une indemnité pour accident de travail, ce qu'on lui a refusé 3 fois parce qu'on estimait que ces problèmes ne résultaient pas du traumatisme qu'elle avait vécu pendant cette agression. Et parce qu'elle avait été voir un psychologue après le décès rapide de ses parents et de son frère, on a jugé qu'elle avait déjà des problèmes psychiatriques avant l'agression. Mais elle s'est battue. Elle avait très peu de ressources, mais elle a fait appel de cette décision. Elle a même vécu dans son automobile. Mais elle m'a dit que c'était pour tous les premiers intervenants de la province. Et je suis heureux de vous dire, Monsieur le Président, qu'il y a 3 fois, Lisa Jennings a eu gain de cause. Un tribunal d'appel a annulé la décision précédente et dorénavant, les premiers intervenants pourront avoir le soutien dont ils ont besoin. Ce genre d'histoire devrait choquer tous les Canadiens et devrait nous motiver à agir. Heureusement, nous avons une proposition qui permettra au gouvernement fédéral d'assumer le leadership. Ce projet de loi dont nous sommes saisis demande au ministre de la Santé de tenir une conférence avec ses homologues des affaires des anciens combattants de la Défense nationale, des gouvernements des provinces et territoires, ainsi qu'avec les professionnels de la santé pour que soit élaboré un cadre fédéral relatif au stress post-traumatique qui soulignerait la prévalence de cette condition au pays et qui faciliterait la cueillette des données à l'échelle du pays par le biais de l'Agence canadienne de santé publique. Avec ce cadre, on pourrait améliorer le traitement puisqu'on pourrait partager les pratiques exemplaires et établir des lignes directrices pour le diagnostic, le traitement et la gestion du stress post-traumatique. Enfin, on établirait des lignes directrices pour la création et la distribution de matériel éducatif pour les professionnels de la santé publique du pays. Par ailleurs, Monsieur le Président, il y a quelques mois, Marc Farran a communiqué avec moi. Il avait été juré dans le cadre d'un procès pour meurtre au 1er degré. Dans le cours de ce procès, lui et les autres jurés ont dû voir des éléments de preuve, des pièces à conviction liées à l'assassinat brutal d'une jeune femme. Les jurés, bien sûr, doivent garder le secret jusqu'au moment du verdict. Peu après son expérience, Marc a commencé à faire montre des symptômes de stress post-traumatique qui ont perturbé sa vie personnelle et celle de sa famille. Nous avons alors il a alors constaté que les jurés n'ont aucun soutien et il y a du soutien pour les juges, le personnel des tribunaux et d'autres qui sont exposés aux mêmes images et témoignages perturbants, mais pas les Canadiens ordinaires qui remplissent leur devoir de citoyens et qui sont jurés. Ils devraient obtenir les mêmes services. J'ai donc soulevé la question auprès de mes collègues du Comité de la justice l'an dernier et j'ai écrit à maintes reprises à la ministre de la Justice pour lui demander si son ministère pouvait combler cette lacune. J'espère que le Comité de la justice sera bientôt le premier comité parlementaire à étudier cet enjeu pendant son examen du Code criminel. Malheureusement, nous attendons encore une réponse du gouvernement fédéral, mais par suite des efforts de Marc Farran,
l'Ontario a lancé il y a quelques semaines un programme de services de counseling gratuit pour les jurés. Si ce projet de loi est renvoyé au comité, j'élaborerai un amendement pour m'assurer que le soutien aux jurés est aussi pris en compte dans un cadre fédéral sur le stress post-traumatique. En terminant, Monsieur le Président, le projet de loi dont nous sommes saisis aujourd'hui nous permet d'aider Marc Farron de Toronto et Lisa Jennings de Victoria qui, au sacrifice de leur vie personnelle, ont obtenu des avancées. Et je demande à tous les députés d'appuyer ce projet de loi. Reprise du débat, le député de Barrie Innisfil. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue de Victoria de bien vouloir appuyer ce projet de loi d'initiative parlementaire. Je remercie aussi mon collègue de Guelph de ses observations. Nous ne savons pas encore si le gouvernement appuiera ce projet de loi. Toutefois, Monsieur le Président, les premiers intervenants, les pompiers, les militaires, les agents correctionnels, les policiers, les prestataires de soins de santé, les infirmiers, infirmières font face à des situations traumatisantes chaque jour. Ils font leur travail pour aider leurs compatriotes et protéger notre pays. Mais ce que l'on sait moins, ce sont les exigences qu'imposent ces occupations, ces professions sur leur état mental. Ces hommes et ces femmes sont régulièrement exposés à des scènes crues et d'une grande violence qui peuvent mener à du stress post-traumatique. À titre de porte-parole, l'opposition officielle pour les anciens combattants et ayant été pompier pendant 30 ans, je connais bien les effets dévastateurs du stress post-traumatique sur ceux qui portent l'uniforme et leurs familles. Le stress post-traumatique est une maladie caractérisée par une détresse émotive persistante résultant d'un choc physique ou psychologique grave. Il a pour symptômes des perturbations du sommeil, une réaction atténuée à la vie et aux autres qui les entourent. Le stress post-traumatique se développe de 4 façons. L'intrusion, l'évitement, des modifications dans la cognition et l'humeur et des altérations, des modifications, dis-je, dans l'état de stimulation et dans les réactions. Chacun réagit différemment. Certains sont plus nerveux, d'autres font de l'insomnie et d'autres voient leur vie sérieusement perturbée. Notre société exige de ces gens qu'ils fassent bien leur travail. Il incombe donc au gouvernement de les aider s'ils ont besoin d'aide. 11 permettrait aux hommes et aux femmes qui souffrent de la post-traumatique d'obtenir l'aide dont ils ont désespérément besoin. Nous devons aborder l'élaboration et la mise en œuvre d'un cadre fédéral sur le SSPT qui prévoit des pratiques exemplaires, la recherche, l'éducation et la sensibilisation de le traitement. Le besoin d'intervenants est élevé. Les personnels militaires, les anciens combattants et les policiers sont tenus de soutenir le SSPT en temps opportun. Le projet de loi demande qu'un cadre soit élaboré afin de relever les défis de la reconnaissance des symptômes et de fournir un diagnostic et un traitement opportun d'un syndrome de stress post-traumatique. Bill C-2. Le projet de loi C-211 est un projet de loi émanant de députés parrainé par mon collègue, le député de Caribou, Prince George. Je voudrais souligner et quand même reconnaître tout son travail acharné dans ce projet de loi. Depuis notre élection ici au Parlement, j'ai eu le grand plaisir de travailler à ses côtés là-dessus et je sais combien il est dévoué à cette question. Et pour que nos premiers intervenants, notre personnel militaire et nos professionnels de la santé puissent recevoir les soins dont ils ont besoin.
Ces hommes et ces femmes courageux font tellement pour notre société qu'on ne peut même pas l'exprimer avec des mots. Le projet de loi C-211 demanderait au ministère de la Santé, ministre de la Défense nationale et ministre des Anciens combattants, leur demanderait de consulter les provinces et les territoires ainsi que les intervenants de la communauté médicale et les groupes de patients pour élaborer un cadre fédéral exhaustif pour identifier les symptômes et poser un diagnostic rapide pour le traitement de ces hommes et de ces femmes qui souffrent de SSPT. Il y a des statistiques dont j'aimerais vous parler pour souligner le taux élevé de SSPT chez les premiers intervenants au Canada. De 24 à 26 % des agents correctionnels souffrent de SSPT. 22 à 24 % du personnel paramédical souffre de SSPT. 16 % des pompiers souffrent de SSPT. 10 à 12 % des agents de police souffrent de SSPT. Et 5,3 % du personnel militaire souffre de SSPT. Nous ne pouvons pas oublier ceux qui servent sur les premières lignes de la profession médicale, y compris les médecins et nos infirmiers et infirmières. Ces statistiques montrent qu'un grand pourcentage de travailleurs dans ces professions essentielles souffrent, Monsieur le Président. Je voudrais vous raconter l'histoire de Nathalie Harris, ambulancière dans ma circonscription, qui était sur les premières lignes, première à intervenir sur la scène d'un double homicide brutal. C'est devenu une amie. Elle m'a beaucoup aidée dans le processus de préparation du projet de loi pour aider mon collègue. Elle a connu des événements traumatisants lorsqu'elle travaillait à Simcoe. Plutôt que de se concentrer sur l'événement et les effets que ça a eu sur Nathalie, je voudrais me concentrer sur le travail qu'elle fait, le travail de plaidoyer pour aider ceux qui souffrent de SSPT. Nathalie a commencé à guérir en racontant son témoignage, son histoire. Elle a raconté son histoire à bien des gens. En fait, c'était un événement à Barrie que nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Ce soir-là, j'ai dit à Nathalie que j'allais l'aider à sensibiliser les Canadiens sur cette question. Et nous voici ici aujourd'hui, Monsieur le Président. Peu de temps après les élections, le député de Caribou, Prince George, et moi, nous sommes parlé du travail qu'il avait fait jusque-là et des projets qu'il avait de déposer ce projet de loi. Pour Nathalie, le travail se poursuit en dépit de certains écueils. Elle continue de prendre la parole, continue d'appuyer d'autres qui souffrent de SSPT, en passant par les médias sociaux. Et elle a créé un groupe de soutien qu'elle a appelé Wings for Change. Récemment, elle a rédigé un livre pour rejoindre un plus grand nombre de personnes. C'est une vraie source d'inspiration, Monsieur le Président. La santé mentale, il faut en parler. Ceux qui souffrent de SSPT ont besoin de meilleures ressources. Pour citer Bill Rusk de Badge of Life Canada, un agent de police risque d'aller de l'avant avec ses plans de suite parce qu'il a les moyens à sa disposition, par opposition à un membre du public qui a peut-être les mêmes intentions mais pas les mêmes moyens. Il y a un problème ici qui a besoin de l'attention du gouvernement. La maladie mentale comme le SSPT peut frapper n'importe quand, quel que soit votre âge, votre race, votre sexe, votre profession, votre niveau social. Ça ne fait aucune discrimination et ce n'est pas un problème partisan. Vince Savoya de TIMA nous a fait part de mauvaises nouvelles dans le cadre de sa recherche sur le SSPT. Il a dit qu'à peu près 60% des premiers intervenants qui se sont suicidés en 2015 avaient été diagnostiqués comme souffrant de SSPT. C'est tragique, Monsieur le Président. Il faut donner à tous ces hommes et ces femmes l'aide dont ils ont besoin, leur permettre de vivre une vie pleinement plutôt que de souffrir à cause du fardeau de cette maladie. Les gens qui travaillent dans ces professions doivent se réveiller tous les jours, sachant qu'ils mettent leur vie à risque pour leur pays et pour leurs compatriotes. Ils font leur travail jour après jour et restent avec les images, les sons et les odeurs qui les hantent le reste de leur vie. Et avoir été témoin de tragédies et de souffrances, c'est quelque chose qui est très difficile pour eux. Ils n'arrivent plus à faire face. Grâce au travail que propose ce projet de loi, j'espère que les hommes et les femmes qui font tant pour nous pourront recevoir les services dont ils ont besoin et ils sauront ainsi qu'ils ne sont pas seuls à lutter. On doit à ces hommes et ces femmes qui nous servent tous les jours, on leur doit de lutter contre le SSPT. Le SSPT les touche dans leur vie, mais touche aussi leurs proches dans un contexte plus large. La maladie mentale
touche indirectement tous les Canadiens, que ce soit par le biais d'un proche, d'un ami, d'un collègue. Et 20% des Canadiens vont personnellement vivre une maladie mentale dans le courant de leur vie. Nos premiers intervenants, nos anciens combattants, nos professionnels médicaux de première ligne sont malades, ne sont pas faibles, Monsieur le Président, et ils ont besoin de l'aide de notre pays. Donc, je demande à tous les députés de cette Chambre d'appuyer le projet de loi qu'a déposé mon ami et mon collègue, le député de Caribou, Prince George. Reprise du débat. Le député de Central Nova. Merci, Monsieur le Président. Merci de me donner l'occasion aujourd'hui de débattre de ce projet de loi qui vise à créer un cadre national sur le SSPT, le projet de loi C-211. Je remercie notre collègue, le député de Caribou, Prince George, qui a vraiment fait la lumière sur ce grave problème. C'est difficile de rendre hommage à un dossier d'une telle amplitude en quelques 10 minutes, mais je vais faire de mon mieux. Au cours des prochaines minutes, j'espère souligner l'importance ou la gravité du SSPT au sein de ma communauté. Je vous parlerai de l'incidence que ça n'a pas juste sur nos militaires, mais aussi sur notre personnel de premiers répondants. Ce projet de loi pourrait aussi avoir toutes sortes de portées si on l'ajoute aussi à toutes les initiatives qui ont lieu partout au Canada. Je commencerai d'abord par la question du SSPT, du stress post-traumatique au sein de l'armée. Je félicite tous ceux qui ont eu l'occasion de servir notre pays, sachant qu'ils risquent de ne pas rentrer sains et saufs ou même pas rentrer du tout. Bien des gens qui servent à l'étranger et qui ont la chance de reviennent avec des blessures physiques ou psychologiques tellement graves ou profondes qu'ils n'en guérissent jamais. Les coûts liés à l'envoi de nos soldats à l'étranger sont tels qu'il faut aussi, si on peut se permettre de les envoyer à la guerre, on peut se permettre aussi de les soigner lorsqu'ils rentrent chez nous et de s'en occuper. Les forces armées sont en période de crise mentale. La mission en Afghanistan en est un parfait exemple. Tous les députés savent ce qu'ont vécu ceux qui ont servi notre pays. Depuis la fin de la mission, au moins 71 membres des forces armées se sont ôté la vie. Si on compare, je crois que le nombre total de personnes qui ont perdu leur vie au combat était de 138. Donc, une tragédie, bien entendu, dans chaque cas. Mais maintenant, on a plus de 50% de perte de vie liées au suicide. Ça devrait choquer chaque Canadien. Il faut faire quelque chose. Il faut intervenir et on le peut. On a les moyens. C'est un enjeu très difficile pour la région que je représente parce qu'il y a eu récemment des événements, plutôt en janvier, et la communauté ne s'en remet pas. À quelques minutes de ma ville de naissance, nous avons un soldat qui s'est suicidé. Sa famille parle beaucoup des démons qui le hantaient, et c'est pas juste sa vie qu'il s'est ôté, mais il a ôté la vie de sa mère. Sa mère, Brenda, est morte. Sa femme, Jenna, qui est diplômée de St. Francis Xavier, où j'ai étudié, qui est née au même hôpital que moi, et sa jeune fille de 10 ans, ont toutes péri dans cet incident horrible. Ce projet de loi ne fera peut-être rien par rapport à cet incident en particulier. Ça risque de prendre un certain temps avant de voir les choses changer. Mais mon père m'a toujours dit que le meilleur traitement doit commencer dès aujourd'hui. La meilleure façon de traiter un problème, c'est de commencer dès aujourd'hui. Ce n'est pas juste nos soldats, notre armée. Il y a d'autres professionnels qui sont touchés. Nos travailleurs des soins d'urgence sont touchés. Ils vivent des traumatismes que nous avons tous eu la chance de ne pas vivre. On ne peut pas comprendre ce qu'ils ont vécu. J'ai eu des réunions avec des agents de police, avec des pompiers, avec des ambulanciers qui m'ont expliqué
les horreurs qu'ils ont dû vivre au quotidien dans le cadre de leur travail. Ils continuent d'entendre les sons, de sentir les odeurs, ils revivent les événements, ça les empêche de dormir et ça les empêche de jouir de la vie normalement en tant qu'être humain. Et ça, il faut que ça arrête. Il faut leur offrir les services dont ils ont tant besoin pour se remettre sur pied et pour vivre une vie normale. Monsieur le Président, ce n'est pas sans espoir, même si je vous ai dépeint ou si je vous ai décrit un tableau très pessimiste. Il y a des choses qu'on peut faire. Je voudrais féliciter mon collègue avec son projet de loi C-211. Il unit le ministre de la Santé, le ministre des Anciens combattants, le ministre de la Défense, ainsi que l'autre fournisseur de services de santé et organismes qui travaillent avec les patients. Parce qu'il ne suffit pas d'investir de l'argent dans les programmes. Il faut aussi s'assurer que tout investissement soit fait à bon escient. Il faut qu'il mène aux résultats escomptés pour améliorer la qualité de vie des gens dans nos collectivités. Si je regarde les initiatives qui ont lieu, le rapport du comité permanent sur la sécurité publique notamment, si je regarde les comités multipartites d'anciens combattants qui ont entrepris une étude sur la santé mentale et la crise de suicide chez les anciens combattants au Canada, je crois que c'est quelque chose de très positif, ces initiatives. En l'espace d'une semaine après son arrivée au poste de ministre de la Défense, je l'ai vu qu'il s'est engagé à faire de cette crise une de ses priorités. Les gouvernements provinciaux ont investi, comme chez moi en Nouvelle-Écosse, une enveloppe précise a été consacrée à la santé mentale. Dans toutes les communautés, c'est une priorité. Des organismes comme TEMA essayent d'attirer l'attention des Canadiens sur le problème du SSPT. Mais des particuliers, des personnes essayent aussi de tirer la sonnette d'alarme. Tout ce qu'on peut faire pour aider ceux qui nous défendent à l'étranger, ceux qui assurent notre sécurité dans nos collectivités, ceux qui interviennent quand on a besoin de services d'urgence. J'aimerais vous dire que si je peux faire quoi que ce soit pour que vous ayez l'aide ou les soins mentaux dont vous avez besoin pour que je puisse mieux dormir le soir et ma famille aussi, je ferai tout mon possible. Merci beaucoup. Reprise du débat. Le député d'Oshawa. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je sais que je n'ai que peu de temps pour exprimer quelque chose qui, pour moi, est extra. C'est une journée qui me rend très fière. Nous devrions tous être fiers de cette journée. J'ai écouté les discours de chaque parti et je voudrais remercier mon collègue de Caribou Prince George pour son projet de loi, mais je remercie tous les députés qui ont jusqu'ici participé au débat parce que je crois que ce soir, nous avons fait quelque chose de très spécial. Nous avons parlé de ce sujet de manière à ce que tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent ce soir se rendent compte que c'est une question non partisane. C'est une question qui fait l'unanimité. Je me rappelle quand j'ai été élue pour la première fois en 2004, nous ne connaissions pas beaucoup cette problématique. Je ne pense pas avoir jamais entendu parler du SSPT avant d'arriver ici. Je regarde les retombées que tout cela a dans nos communautés, sur nos collectivités. On demande à ces gens-là d'aller tous les jours nous protéger, protéger nos familles, protéger nos collectivités. Chaque fois, on leur demande de revivre chaque heure et de revivre et de revivre et de revivre tout cela. C'est un projet de loi dont on a vraiment besoin. Je sais que mon collègue a dit, au Canada, on peut faire mieux. Mais ce soir, on s'est rendu compte qu'on va faire mieux. Après avoir écouté les commentaires, les discours qui ont été prononcés, comme je l'ai dit, je suis ici depuis 2004 et je suis très fière du système que nous avons au Canada. Mais parfois, on n'a pas l'occasion de remercier ou d'exprimer l'admiration qu'on a pour nos collègues ici, les collègues qui viennent ici, qui veulent vraiment faire changer les choses. Et je crois que ce soir, nous allons vraiment faire changer les choses grâce à ce projet de loi dont on avait tant besoin. Merci beaucoup.
Le député de Oshawa disposera de 8 minutes supplémentaires pour son discours lorsque la Chambre débattra de cette question la prochaine fois. Le temps pour l'examen des projets de loi émanant des députés est expiré et l'ordre donc revient au bas de la liste de préséance.